Bonjour à vous, chers voyageurs, voyageuses. L'été arrive, la COVID n'est presque plus un problème. Je me doute que beaucoup d'entre vous auront envie de voyager. Ça se comprend. Par contre, il faut demeurer très vigilant. Ce serait quand même dommage d'échapper à la COVID-19 seulement pour tomber dans les mains d'une autre maladie. Nous sommes Gaël, Nicolas, Olivier et moi-même, les trois moustiquaires, pour vous présenter la malaria. Si vous prévoyez faire un voyage dans un avenir proche, sachez qu'il existe trois grandes zones à risque par rapport à la malaria, soit l'Amérique centrale, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, cette dernière zone représente plus de 90% des cas de malaria chaque année. Au total, on recense 87 pays où est-ce que la malaria est endémique. Donc, si vous n'êtes pas réellement sûr que le pays qui vous intéresse figure parmi ces 87 pays, c'est réellement important de confirmer l'information après une recherche Internet ou de demander justement l'information à une agence de voyage. Après tout, c'est votre sécurité la priorité. En 2019, on recensait 229 millions de cas de malaria et sur ce 229 millions de cas, 409 000 personnes en sont mortes, le 2 tiers étant des enfants âgés de moins de 5 ans. Donc c'est réellement important d'appliquer les mesures de prévention nécessaires. Ces chiffres alarmants sont responsables de l'autre conséquences socio-économiques dans les pays sous-développés, surtout en Afrique. Effectivement, accueillir tous ces gens demande un système de santé très développé, demandant ainsi énormément de ressources financières au pays. Ces pays manquent donc rapidement d'argent à investir ailleurs, notamment dans le développement du tourisme, une source de revenus importante, ou aussi en éducation, induisant ainsi une population moins éduquée, pouvant participer moins activement à l'économie. En raison de l'impact économique que peut avoir la malaria sur les pays, ceux-ci retrouvent aussi une quantité plus importante de gens vivant sous le seuil de la pauvreté. Et cette pauvreté-là a pour effet d'augmenter les risques reliés à la malaria. En effet, les gens démunis vont avoir moins d'argent pour se prémunir contre la malaria et donc vont tomber malades beaucoup plus souvent. Cela va faire en sorte qu'ils vont ressentir beaucoup plus d'effets négatifs par rapport à la maladie. Et ça va beaucoup impacter leur aspect de travail et d'éducation. En effet, c'est beaucoup plus dur de travailler si on est toujours malade et c'est beaucoup plus dur d'aller à l'école si on n'a pas d'argent. Donc, cela crée un cercle vicieux de pauvreté puisque plus qu'ils sont touchés par la malaria, moins qu'ils ont d'argent et moins qu'ils ont d'argent, moins qu'ils peuvent se protéger contre la malaria. Je vais laisser Dave vous expliquer comment la malaria est amplifiée par la pauvreté. Puis, ça fait aussi des pratiques agricoles qui sont suboptimales parce que souvent, ces gens-là, c'est des fermiers de subsistance, fait qu'ils vont cultiver la terre pour pouvoir se nourrir. S'ils sont trop malades pour cultiver la terre, bien évidemment, leurs récoltes, ils vont être plus faibles, fait qu'ils vont moins manger. Fait que c'est une espèce de cercle vicieux. Puis aussi, ça a un impact profond sur la capacité d'apprentissage des élèves. Fait que souvent, on va voir des annonces de levée de fonds à la télé, puis on va voir des belles écoles qui sont construites, puis les gens sont super heureux. Sauf que si vous retournez un an plus tard, ben finalement, dans cette école-là, il n'y a pas tant de monde que ça parce que les jeunes sont malades de maladies infectieuses comme la malaria. Le combat contre la malaria, il faut voir ça comme un combat contre une vague. Quand il y a une vague qui arrive vers nous pour une année donnée, on peut bâtir des défenses pour arrêter la vague ou on peut possiblement réparer les dégâts causés par la vague. Tout à fait. Par contre, la malaria, c'est pas juste la vague toute seule, c'est les vagues en arrière. C'est l'océan qui crée les vagues. On a beau arrêter les dégâts d'une année, il va en avoir d'autres et on peut rien y faire. Le problème est tellement grand comme l'océan, on peut pas éliminer l'océan, on peut pas empêcher l'océan de faire des vagues. Alors même si pour une année donnée, on réussit à dépenser assez d'argent pour réduire les cas au maximum, cet argent-là, va falloir le dépenser l'année d'après. Pour la vague d'après, on n'aura pas le choix. Il n'y a absolument rien de simple au combat contre la malaria. En effet, avant de partir en voyage, il est important de connaître le cycle biologique de la malaria afin de savoir reconnaître les symptômes. En premier, qu'est-ce que la malaria? La malaria n'est pas une bactérie, n'est pas un virus, c'est un parasite, c'est-à-dire que c'est un organisme vivant, unicellulaire, ce qui lui permet d'avoir des caractéristiques très pernicieuses, ce qui rend le parasite très dangereux. On aborde le sujet sous peu. Le nom du parasite qui cause la malaria est le palladium et est retrouvé sous 4 principales formes, soit le vivax, le ovale, le falciparum et le malaria. Sachez qu'il n'existe qu'une seule façon d'être infecté par le palladium et c'est à la suite d'une piqûre de moustique bien spécifique, l'anophèle femelle. En général, elle nous pique la nuit lorsque nous sommes vulnérables, donc c'est réellement important de continuer de se protéger même durant cette période de la journée. Lorsque ce moustique nous pique,
Elle nous transmet en même temps de sa salive, ce qui nous empêche de coaguler, lui permettant ainsi d'aspirer plus de sang. Malheureusement, lorsqu'elle nous transmet de sa salive, elle nous transmet par la même occasion le parasite, et c'est ainsi que l'on devient infecté par le palladium. Lorsque le palladium rentre dans notre corps, il agit comme un caméléon qui change de couleur pour se fondre dans son décor. C'est-à-dire que le parasite va changer de forme plusieurs fois afin de contrer les barrières du système immunitaire, ce qui le rend très dangereux et très difficile à contrôler. Analysons les différentes formes. En premier lieu, le parasite entre dans le corps sous une forme immature qui a de la difficulté à être détectée. Il n'y a alors pratiquement aucun symptôme. Je laisse Dave Richard en parler un peu plus. On considère à peu près entre 15 et une centaine de sporozoïdes qui sont injectés. Puis évidemment, ils sont injectés comme dans le derme, dans la peau. Il y en a qui vont réussir à se rendre à la circulation sanguine. C'est à peu près 70% qu'on pense. Puis ensuite au foie. Puis c'est l'une des raisons pourquoi ils ne sont pas nécessairement tous détruits. C'est parce que le sporozoïde aussi se déplace vraiment très rapidement. Fait que ça lui permet un peu d'échapper comme au système immunitaire. En premier, le parasite s'installe dans le foie, où il change de forme pour se diviser jusqu'à temps que les cellules du foie éclatent. Cette période de dormance, qu'on appelle, peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tout dépendamment de quel variant a infecté l'individu. On appelle cette première phase, qui ne présente aucun symptôme, l'incubation. Une fois que l'incubation est faite, le parasite change de forme. Il attaque alors les globules rouges dans le sang. Il s'y multiplie quand il change de forme jusqu'à ce qu'il puisse faire éclater les cellules. C'est à ce moment que les symptômes apparaissent. Grande fièvre, frissons, sueur. Ces symptômes se répéteront à chaque cycle du parasite, soit à chaque 24, 48 ou 72 heures en fonction du variant. L'apparition de symptômes de ce genre nécessite l'attention d'un professionnel de la santé. Il est donc essentiel d'aller tout de suite consulter, sans quoi l'infection pourrait être fatale. Il est d'autant plus important si vous êtes une femme enceinte ou un enfant puisque les risques sont encore plus élevés. Toutefois, la maladie est dangereuse pour tous les voyageurs. Notre spécialiste, M. Richard, en discute. Dans le fond, la protection, ça va varier avec ce qu'on appelle, dans le fond, le taux de transmission de la maladie. Je vais vous donner un exemple. En Afrique, c'est pas parce que tu habites en Afrique que tu vas attraper la malaria tout le temps. Il y a des zones, surtout ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, donc un peu en bas du désert du Sahara, où il y a beaucoup de jungle, c'est humide. Ces gens-là, ils vont être exposés à l'année longue aux moustiques qui contiennent la malaria, qu'ils vont toujours l'attraper. Qu'eux autres, entre 0 et 5 ans, c'est là la phase qui sont le plus susceptibles. Qu'ils vont être plus susceptibles de mourir de la maladie. Mais s'ils réussissent à survivre à ça, après ça, plus qu'ils vieillissent, ils vont être capables d'attraper la maladie, mais les symptômes vont être moins graves. Dans le fond, le fait d'être exposé souvent à la maladie, presque à chaque année, ça va permettre à votre système immunitaire de monter une réponse qui va diminuer les symptômes. Ils sont toujours être capables d'infecter, mais ils sont moins malades et ils n'en meurent pas. Par contre, ces gens-là, si on les prend, puis par exemple, ils viennent étudier au Canada pendant 3 ans, puis ensuite ils retournent en Afrique, bien là, ils vont avoir perdu cette protection-là. Il faut toujours comme qu'ils soient infectés à chaque année. Puis pour les gens, mettons, comme nous, ou les gens qui vivent dans des zones en Afrique, mais où ce que la transmission, c'est genre une fois aux 5 ans, ben eux, ils vont jamais développer cette immunité-là. Lors de l'infection, l'éclatement des globules rouges peut mener à une anémie, c'est-à-dire un manque de globules rouges dans le sang résultant de grandes fatigues, de maux de tête ou même l'insuffisance de certains organes. Effectivement, la forme falciparum, la forme la plus commune, bloque les vaisseaux sanguins, induisant ainsi l'insuffisance de certains organes par le manque de sang, pouvant causer la mort. Toutefois, vaut mieux prévenir que guérir, comme le dit le dicton. Il est donc important pour tous les voyageurs d'adopter toutes les mesures préventives nécessaires avant de partir en voyage. Mais n'ayez crainte de ce parasite, puisqu'il y a des moyens efficaces pour le prévenir. Notamment, il y a la chimioprophylaxie, le vaccin et même des façons de bloquer les piqûres de moustiques. Mais la chimioprophylaxie, c'est quoi? Ce sont avec les antipaludiques que vous allez pouvoir faire la chimioprophylaxie. Ces médicaments aident à prévenir le paludisme, c'est-à-dire la maladie entraînée par une infection à la malaria. Il y a une gamme assez variée de produits. Ils ont tous un effet somme toute similaire puisqu'ils aident à prévenir la malaria. Par contre, ils ne vont pas agir tous de la même façon. Certains antipaludiques agissent dans le foie, d'autres dans le sang, et leur efficacité dépend vraiment de la souche de Plasmodium. De ce fait, il va falloir
voir un pharmacien, un spécialiste qui va pouvoir vous prescrire les bons médicaments dépendamment de l'endroit où vous voulez vous aventurer. Cette variation des prescriptions que vous pouvez avoir selon la région est surtout à cause de la résistance des parasites face aux antipaludiques. Pour vous démontrer c'est quoi la pharmacorésistance des antipaludiques, je vais laisser Dave vous parler du cas de la chloroquine. Dans le cas de la chloroquine, c'est inefficace presque partout dans le monde. Fait que malgré que ça coûte pas cher, c'est bien toléré, ben on peut plus l'utiliser. Certains d'entre vous vont se demander comment ces antipaludiques-là fonctionnent. Donc c'est quoi leur mode de fonctionnement? Eh bien, il y a beaucoup de fonctionnements différents, mais en somme, certains antipaludiques peuvent détruire la membrane cellulaire du parasite, d'autres peuvent arrêter complètement le métabolisme du parasite, et d'autres même vont empoisonner le parasite dans ses propres déchets. Cette mesure s'adresse surtout à n'importe quel voyageur qui désire s'aventurer dans une région où la malaria est endémique. Par contre, dépendamment de l'antipaludique prescrit, il se peut que les femmes enceintes ou même les jeunes enfants ne puissent pas le prendre. Somme toute, leur efficacité peut être très élevée, c'est-à-dire jusqu'au 90% d'efficacité. Mais il faut toujours garder en tête que 90% n'est pas 100%, donc il faut quand même utiliser d'autres moyens pour prévenir des infections. Si on fait abstraction des médicaments, il est intéressant de savoir qu'un vaccin existe bel et bien pour contrer la malaria. Sa particularité, c'est qu'il va venir prévenir un parasite plutôt qu'un virus, comme c'est habituellement le cas pour les vaccins. Dans un premier temps, il va agir comme tout autre vaccin, c'est-à-dire qu'il va produire des anticorps dans votre corps. Là où est-ce qu'il y aura une différence avec les autres vaccins, c'est que ces anticorps vont interagir avec des protéines, ce qui va leur permettre par la suite d'éliminer des cellules parasites spécifiques, nommées des sporozoïdes, qui vont venir infecter le foie. Malheureusement, ce vaccin vient avec son lot de conséquences. En effet, son taux d'efficacité n'excède pas les 40% et ce taux diminue avec l'âge. Aussi, ce vaccin n'est disponible que pour les pays endémiques, c'est-à-dire que ce vaccin ne serait pas disponible pour les voyageurs tels que vous. Heureusement, ce vaccin est encore en proie au changement et peut, sans aucun doute, être amélioré dans le futur. Et c'est très encourageant de savoir qu'une telle solution existe. Finalement, comme on sait que la malaria se transmet du moustique à l'humain grâce à une piqûre, la meilleure manière d'éviter d'avoir la malaria, c'est d'éviter de se faire piquer. Il y a beaucoup de façons d'éviter de se faire piquer. La première, c'est l'utilisation d'un chasse-moustique. On sait que le chasse-moustique, comment il fonctionne, c'est qu'il cache notre odeur aux moustiques. Et comme les moustiques se repèrent surtout à l'odeur, c'est un peu comme si on devenait invisible une fois qu'on utilise du chasse-moustique. Ainsi, il ne nous repère pas, il ne nous pique pas. Également, vous pouvez utiliser des vêtements amples qui couvrent la peau, parce que les moustiques qui n'ont pas accès à votre peau ne pourront pas vous piquer. De plus, on sait que les moustiques sortent souvent tôt dans l'après-midi. Alors si vous évitez de sortir à cette heure-là, vous éviterez le pire des moustiques. La dernière technique qu'on vous explique ici pour repousser les moustiques, c'est la plus répandue, la plus commune et la plus efficace selon le WHO. Elle est utilisée partout en Afrique. Il s'agit simplement d'utiliser des tissus imprégnés d'insecticides, par exemple des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Ils empêchent tous les moustiques de s'approcher de vous. Vous êtes comme dans une bulle. C'est une manière très efficace et on vous conseille donc de bien la retenir avec toutes les autres qu'on va vous expliquer. Et maintenant, la seule chose qu'il vous reste à savoir, c'est quoi faire si vous l'attrapez malgré toutes les précautions. Malgré toutes les précautions qu'il est possible de prendre avant de partir en voyage dans un pays endémique, il est important de savoir que le risque zéro n'existe malheureusement pas. C'est pourquoi il est très important pour vous de savoir quelles sont les options qui s'offrent à vous si vous contractez malheureusement la malaria durant votre voyage. Sachez qu'il existe 3 principaux traitements possibles pour contrer la malaria, soit les traitements thérapeutiques, les traitements gamétocides et les traitements radicaux. Tout d'abord, comme vous le savez maintenant, lorsque le paludisme nous infecte, il entraîne l'éclatement des globules rouges. Les traitements thérapeutiques ont pour but d'éliminer le parasite avant qu'il infecte les globules rouges. Ces traitements sont donnés selon différents critères, notamment l'âge du patient, la gravité de l'infection, le statut de grossesse du patient, ainsi que la pharmacorésistance du parasite. Ils sont souvent donnés de pair avec les traitements gamétocides, un traitement ayant une fonction différente mais tout aussi importante. Lorsque le parasite infecte nos globules rouges, il peut se diviser de 2 différentes façons. Soit par mitose, c'est-à-dire en créant des clones de lui-même afin d'aller infecter d'autres globules rouges, ou par méiose, c'est-à-dire en créant des cellules sexuelles. À ce moment-là, si une personne infectée est piquée à nouveau par un moustique, le moustique aspirera ces cellules sexuelles-là. Ces dernières se développeront dans l'insecte
pouvant ainsi prendre des formes encore plus dangereuses qui seront transmises éventuellement à un autre individu. Les traitements gamétocides ont donc pour but d'éliminer ces cellules transmises aux moustiques, coupant ainsi la chaîne d'infection. Maintenant que les deux principaux traitements ont été expliqués, je vais maintenant vous dire c'est quoi la marche à suivre si jamais vous suspectez une infection à la malaria. Si jamais vous suspectez une infection, vous allez devoir réaliser des tests de diagnostic avec un professionnel de la santé pour voir si oui ou non vous êtes infecté. Maintenant que votre test diagnostic est revenu positif, nous allons devoir déterminer c'est quoi la sévérité de votre infection. Donc, dans les cas graves, il se peut que vous fassiez une anémie. Donc, dans ces cas-là, on va devoir vous admettre aux urgences et vous mettre sous observation pour qu'on s'assure que vous restez dans un état stable. Sinon, dans les cas moins graves, nous allons vous prescrire un antipaludique qui va être efficace selon la souche et la région où vous êtes. Mais, dépendamment de la souche, il se peut qu'on vous donne un traitement radical. Une fois que vous avez votre prescription, il va être très important de suivre le traitement à la lettre. Donc, ceci est pour éviter que le parasite développe une résistance si jamais vous prenez des doses réduites ou si vous ne complétez pas le traitement, mais aussi pour assurer que le traitement reste efficace et donc qu'il n'y ait pas d'échec de traitement et que vous fassiez réinfecter. Mais vous devez sûrement vous demander, c'est quoi les traitements radicaux? Les traitements radicaux, quant à eux, vont venir éliminer les cellules parasites restantes dans le foie, et ce, malgré l'intervention des traitements thérapeutiques et gamétocides. Ces cellules, à long terme, vont être responsables pour infecter les cellules de globules rouges présentes dans le foie et, à court terme, ne vont pas nécessairement montrer de symptômes chez l'autre, ce qui peut être très dangereux à long terme. Voyez d'ailleurs la malaria comme si c'était une dette financière et que les traitements thérapeutiques et gamétocides étaient des remboursements de cette dette. Dans cette analogie, c'est comme si vous aviez une dette, somme toute généreuse, auquel vous feriez des remboursements, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un fonds de dette. À ce moment, vous arrêtez totalement les remboursements, croyant que c'est fini et que vous n'avez plus de dette. À ce moment-là, si vous ne faites pas attention, cette dette peut prendre une ampleur d'autant plus dangereuse que la dette de départ. Dans le cas de la malaria, ceci peut s'avérer une situation très dangereuse. C'est d'ailleurs là où est-ce que les traitements radicaux vont venir entrer en jeu. Les traitements radicaux vont venir éliminer ce fonds de dette pour que, lorsque l'on s'éloigne de l'analogie, vous soyez totalement rétabli de la malaria. C'est d'ailleurs pour cette raison que, même si vous ne sentez plus de symptômes, il est très important de continuer la médication conseillée par votre spécialiste de la santé. Pour faire les traitements radicaux, il sera très important que vous vous procuriez de la primaquine, qui se trouve d'ailleurs au Jean Coutu par comprimé de 26,3 mg. En conclusion, la malaria est une maladie très pernicieuse causée par un parasite transmis à l'homme par le biais d'une piqûre de moustique anophèle femelle. Cette maladie cause de très grands impacts sur la santé des humains, mais aussi sur les pays affectés. Notamment, ça peut grandement augmenter le taux de pauvreté. Heureusement, il y a des moyens de prévenir cette maladie, surtout avec l'utilisation de médicaments et en empêchant les moustiques de vous piquer. Si jamais vous êtes infecté, il y a des moyens de vous guérir avec l'utilisation de médicaments. Maintenant, avec toutes ces informations en main, vous pouvez maintenant partir l'esprit libéré et tranquille dans votre prochaine destination voyage. Osez ces endroits inusités et continuez à découvrir le monde.